Bienvenue à Question d'Info, 9 mois après les débâcles électoraux de 2017. Quelle nouvelle donne pour le Parti Socialiste qu'attendre du Congrès du mois d'avril, la mort du PS ou la première étape vers sa résurrection? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Luc Carvounas, député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne et candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Carvounas, Fabien Roland-Lévy du Point et Frédéric Dumoulin de l'AFP. Bonsoir Monsieur Carvounas. Bonsoir. Alors la ZAD de Bure a été évacuée ce matin par la gendarmerie. Est-ce que vous diriez, comme Christophe Castaner, qu'on ne peut pas accepter une zone de non-droit et que donc c'est normal? Écoutez, je vous rappelle que je suis député de la République et de la Nation, donc je suis pour que la loi s'applique et qu'un ministre du gouvernement, quel qu'il soit, rappelle quelque chose qui est évident, je ne peux qu'y souscrire. Donc vous êtes pas pour l'évacuation? Pardon? Vous êtes donc pour l'évacuation? Il y a une décision du tribunal d'évacuer. Je vous rappelle quand même que celles et ceux qui sont en train d'être évacués ou qui ont été évacués ce matin correspondent à des activistes. Vous savez, ce sont les mêmes qui ont mis à feu et à sang la ville de Nantes au moment de Notre-Dame-des-Landes et ils sont dans une forêt de plus de 200 hectares. Donc, vous avez des petits camarades, d'anciens petits camarades comme Benoît Hamon qui disent que non, il fallait trouver une autre solution. Discuter, négocier. Vous me posez la question, je vous réponds. Voilà. Donc vous êtes de la gauche républicaine. Moi, je suis pour que les décisions de justice soient appliquées et applicables. Alors l'actualité, Luc Carvounas, c'est aussi le débat et les polémiques autour du projet de loi Asile et Immigration présenté mercredi en Conseil des ministres. Fabien Roland-Lévy pour Le Point. Alors un front composé d'associations, d'intellectuels, d'opposition de gauche et même une partie de l'opposition de droite proteste contre le texte immigration du gouvernement. Et voilà, qu'en pensez-vous? Et vous, avez-vous des critiques? Et une précision, les critiques de gauche et de droite ne sont pas les mêmes. Moi déjà, je vais vous dire que cette question me touche à titre personnel et évidemment sur le plan politique. À titre personnel parce que je suis moi-même de la deuxième génération. Mes grands-parents paternels ont quitté Smyrne face aux exactions des militaires turcs dans les années 20. Ils sont venus en France et c'est la France, pays d'accueil universel, qui a permis à ce qu'ils aient sur le sol national français mon père. Et aujourd'hui, je suis un parlementaire français qui vous parle. Et sur ces questions-là, la France doit s'honorer sur son histoire et sur la question de l'universalité de l'accueil. Et je veux dire par là que la loi qui va nous être proposée au Parlement, elle est très incomplète. D'abord, regardez l'avis du Conseil d'État, qui est plutôt très négatif, on peut dire nuancé, mais négatif sur ce texte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stratégie globale sur la question que l'on veut aborder. On ne dit rien sur les filières clandestines et comment on peut les combattre. On ne dit rien sur ces grands groupes, dans le BTP notamment. Allez dans mon département sur les quais d'Ivry, vous verrez des dizaines et des dizaines d'hommes face à des grands magasins de matériaux où on sait très bien ce qui se passe. Et en fait, on traite dans ce texte uniquement les personnes qui sont, on parle de migrants, moi je vais vous parler d'exilés, qui quittent leur pays pour des raisons politiques, de famine économique, etc. Mais on les traite juste sur les individus, sans pour autant donner des conditions réelles. Avec en accompagnement le rapport du député Taché dont on va parler aussi. Oui, mais le rapport du député Taché, qui d'ailleurs dit des choses extrêmement intéressantes sur l'alphabétisation, sur l'intégration, voilà, sur l'intégration, sur la qui n'a jamais été fait pour l'instant. De ramener de 9 mois à 6 mois pour pouvoir trouver un travail, même si dans d'autres pays comme en Allemagne c'est au bout de 3 mois. Mais oui, ce sont des choses intéressantes. Ce volet-là, selon vous, ne compense pas le reste. Mais ce volet-là doit déjà être intégré, j'espère, dans le texte. Il y a le débat parlementaire qui va arriver. Il y a le débat parlementaire. J'ai surtout entendu le Premier ministre Édouard Philippe dire à Lyon qu'il y aurait un comité interministériel pour voir sur les 72 mesures lesquelles on prendrait. Moi, je veux que l'on en parle tout de suite au printemps prochain dans le texte. J'étais la semaine dernière au centre de rétention administrative de Vincennes. C'est un centre qui accueille 176 adultes hommes séparés. Moi, ce que j'ai vu, ce sont des hommes qui sont de l'oisiveté la plus complète, où pendant leur rétention, parce qu'on leur prive de leur liberté, ils n'ont rien à y faire. Il n'y a même pas un terrain de foot là-bas. Ils n'ont rien à y faire de toute la journée. Et j'ai vu des personnels
le personnel d'encadrement de police, qui eux trouvent totalement démunis avec un manque de moyens. Donc il faut que l'on entende tout cela, parce qu'on est en train de parler de femmes, d'hommes, d'enfants. Quand je vois la circulaire Collomb qui vient dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est pas ça. Alors, un gouvernement. J'écoutais hier Gérard Collomb, pardonnez-moi, qui donc à l'Assemblée, se félicite que l'on ait eu 20% d'expulsions supplémentaires l'année dernière par rapport à l'année précédente. Si c'est ça la question du droit d'asile en France vu par Gérard Collomb avec ses tableaux Excel, vous comprendrez que je ne veux pas en être. Alors on poursuit avec à propos de la circulaire Collomb que vous avez évoquée ou du projet de loi, l'opinion publique approuve assez largement ces dispositifs. Alors qui se trompe, c'est l'opinion publique ou ceux qui s'opposent à cette loi comme vous? Mais moi, je souhaite, face à l'opinion publique, être pédagogue. D'abord, l'opinion publique, vous savez, il y a 2 ans, face à ce pauvre enfant échoué sur une plage en Turquie, moi j'ai vu l'opinion publique se mobiliser. Non, mais mais c'est la réalité. Persistance de l'opinion. Prenez pas un sondage au hasard. Prenez un par un nos administrés, nos compatriotes. Je pense qu'ils ont ce souci de l'accueil et de cette errance de ces personnes. Alors on précise les choses. Un citoyen de la République, Manuel Valls, ancien Premier ministre, dont vous avez été proche, dit « Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration ». Vous êtes d'accord avec lui ou vous pensez que nous avons besoin d'une nouvelle immigration? Et qu'est-ce que vous pensez de cette position d'une personnalité politique dont vous avez été très proche? Et dont je ne suis plus proche depuis quelques années maintenant, vous le savez. Quelques années? Oui, depuis fin 2016, voilà. Donc bon, enfin moi je veux bien qu'on me ramène toujours à cela. Non, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? Moi je sais où je suis et ce que je fais dans ma fonction. Moi je crois que l'immigration a toujours été quelque chose de positif pour notre pays. Je vous parlais de l'immigration de mes grands-parents. Il y a eu au début du siècle dernier des immigrations italiennes, polonaises. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Cela veut dire quoi? On ferme toutes les frontières? Mais dans ces cas-là, on fait quoi aujourd'hui des 150 000 personnes qui sont là sur le territoire national et que l'on est en train dont on lacère les tentes, on jette les couvertures et il y a une dispersion, elle est à Porte de la Chapelle et se crée à la périphérie de Paris aujourd'hui de vrais villages de migrants parce que plus personne ne veut les traiter. C'est ça la France? Moi je demande au contraire qu'on se saisisse à bras le corps de cette question et que pour ces 150 000 personnes qui sont sur le territoire national, que notre pays s'honore, comme l'avait fait en son temps Lionel Jospin, de traiter ces situations qui sont aujourd'hui sur le territoire national et qu'ensuite on traite sur le plan européen, au niveau des frontières, la vraie question des passages ici ou là. On vous a vu récemment à La Roya et vous demandez notamment, vous avez demandé sur votre page Facebook, vous avez réclamé la fin du délit de solidarité. Bien sûr. Qui, entre parenthèses, n'existe pas. Il n'y a pas de délit de solidarité puisque c'est un texte de 1945 qui peut conduire à ça, mais il n'y a pas de texte véritablement sur la délit de solidarité. Alors, pardonnez-moi de vous dire que le délit de solidarité a été abrogé pour l'assistanat au séjour. Par contre, il n'a pas été abrogé sur la facilité de passer d'une frontière à l'autre. On va pas être... En tout cas, moi, je suis allé avec beaucoup de fierté aux côtés de Martine Landry, vous l'avez dit la semaine dernière, à Nice, au tribunal, où d'ailleurs ça a été repoussé au 11 avril prochain, la décision. Moi, je souhaite que ce délit de solidarité, parce que quand j'auditionne les associations, les ONG, il y a aujourd'hui des femmes, des hommes, qui, dans cette culture de l'accueil que je vous décrivais tout à l'heure, souhaitent accompagner, notamment, c'était le cas de Martine Landry, excusez-moi, elle est aujourd'hui au tribunal parce qu'elle est allée accueillir à la frontière française 2 jeunes Guinéens de 15 ans qui devaient tomber sous le coup de la protection du droit de l'enfance. C'est la loi en France et c'est ça qu'on lui reproche. Et donc, par rapport à ces personnalités comme Martine Landry, on va me dire qu'elles sont répréhensibles et qu'elles peuvent être condamnées à 3 ans de prison. Il n'y a pas un sujet là. Mais les socialistes ne se sont pas battus pour ça pendant le quinquennat précédent. Les socialistes se sont battus depuis toujours. Est-ce qu'ils se sont battus suffisamment fortement ? Je vais vous dire non, sinon on ne serait pas dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. On s'est écarté de nos valeurs, on s'est écarté de notre histoire. Moi aujourd'hui, dans le cadre de ce congrès, je veux que le progrès soit pour tous et partagé avec chacun. Alors on avance, Fabien Ronnevi. Le progrès, les valeurs ont évidemment une légitimité, mais il y a aussi un coût. Pour 100 000 demandeurs d'asile en 2017, le ministre de l'Intérieur chiffre à 2 milliards d'euros le coût du dispositif d'asile et 2 milliards d'euros supplémentaires le coût de l'hébergement. Alors je voudrais savoir, si on laisse se multiplier les demandeurs d'asile, où allons-nous trouver l'argent
pour financer Bah, je vais vous le dire tout de suite. Allez-y. On va le trouver dans la réforme fiscale du dernier projet de loi de finances. C'est 5 milliards d'euros de cadeaux fiscaux chaque année aux 365 000 foyers fiscaux les plus riches dans ce pays. C'est, puisqu'on a eu les chiffres par Bercy grâce à Vincent Eblé, c'est les 100 plus grosses fortunes de France qui, depuis ce projet de loi de finances et l'abrogation de l'ISF, qui gagnent chaque jour, grâce à M. Macron, chaque jour, 4 400 euros. 4 400 euros. Et vous allez me dire qu'on n'a pas l'argent dans les caisses de l'État pour accueillir les migrants. De qui se moque-t-on? Et les Français, vos électeurs vont vous dire, si vous récupérez une partie de cet argent, ça peut être aussi pour favoriser le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, nos compatriotes s'en rendent compte qu'il existe? Je sais pas, je vous pose la question, vous vous êtes rendu compte, vous, depuis le 1er janvier, qu'il s'est passé quelque chose pour vous, pour vos familles, pour vos amis? Bien sûr que non. On nous objecte que le pouvoir d'achat est en train de s'améliorer, mais le pouvoir d'achat s'améliore. Comme dans les ordonnances de la loi travail, on a créé la précarité du travail avec les CDI de projet. Le pouvoir d'achat, on nous dit qu'il est pour tous, quand il n'est pas pour nos retraités avec la CSG et encore moins pour les fonctionnaires. Quand on voit la détresse de nos fonctionnaires dans la pénitentiaire, le premier, un jeune fonctionnaire, c'est 1100 euros par mois. Le pouvoir d'achat, il est où quand au 1er février l'électricité augmente, au 1er mars le tabac augmente, qu'on se rend compte que sur la fiscalité verte, chaque année, c'est à peu près 600 euros que l'on va prélever sur les ménages, là où le gouvernement prospère en disant que grâce à l'ATH qui sera supprimée sur 3 ans à partir d'octobre prochain, le gain sera à peine de 400 euros en moyenne. Donc vous voyez bien, l'augmentation du tabac, contre l'augmentation vous voyez du bien diesel. qu'en fait, ce gouvernement se gargarise qu'il est le gouvernement du pouvoir d'achat avec sa mesure sur la taxe d'habitation. Moi, je vous dis que la mesure de taxe d'habitation, c'est d'un côté en moyenne 400 euros d'impôts de moins, c'est vrai, pour nos administrés, même si dans ma commune à Alfortville, 40% d'entre eux déjà ne payaient pas la taxe d'habitation, mais au regard du reste, dans le projet de loi de finances, c'est 600 euros de plus d'impôts sur la fiscalité verte. Et c'est pour cela, excusez-moi, que l'INSEE disait quoi? On précise les choses. Fiscalité verte, c'est l'augmentation du diesel. Sur le diesel, sur le mazout, sur tout ce qui nous permet de nous chauffer. Et aujourd'hui, Ce qui a été voulu par vos amis de ELV. mais en tous les cas, moi, je vous parle de pouvoir d'achat. Ouais. Et je vous objecte. Les salariés d'Air France. Et aujourd'hui, sont en grève excusez-moi, je voulais aujourd'hui. juste vous dire que l'INSEE, Vous nous avez dit beaucoup. oui, mais l'INSEE, quand elle dit que l'impôt ménage, c'est 4,5 milliards de plus pour 2018, la réponse du gouvernement, c'est l'INSEE se trompe. Alors, les salariés d'Air France sont en grève aujourd'hui. Ils réclament 6% d'augmentation. Or, il semblerait que les finances de la compagnie aérienne ne sont pas dans la capacité à financer cette revendication. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que voilà, c'est On va préciser les qui chiffres. réclament 6% d'augmentation, c'est 250 millions d'euros par an. Les résultats de Air France, c'est 400 et quelques millions d'euros. Je vais être franc avec vous, je ne maîtrise pas suffisamment ce dossier pour vous faire des réponses péremptoires. Pour autant, moi, ce que je constate, c'est vrai pour Carrefour avec les salariés, c'est vrai pour la SNCF avec les cheminots. Je trouve que les salariés des grandes entreprises payent beaucoup le tribut de politiques stratégiques qui ont échoué vis-à-vis des PDG qui se sont succédés. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'Air France, on va parler de transport, on va parler de la SNCF avec les suites, les polémiques autour du rapport de Jean-Cyril Spinetta, et puis une annonce concernant ce que veut faire le gouvernement en la matière. Frédéric On voit que Demoulin. finalement le dossier pourrait même s'accélérer puisque le porte-parole du gouvernement n'exclut pas de recourir aux ordonnances sur ce sujet. Vous dites quoi? J'espère déjà que ce ne sera pas la méthode employée parce que cela mérite un débat. Il s'agit juste d'un fleuron de la France, la SNCF. Dans les ordonnances, il y a quand même un débat, il faut quand même le dire. Oui, vous croyez qu'il y a eu un débat, au Parlement. Vous croyez qu'il y a eu un débat au Parlement sur les ordonnances de la loi travail? Moi, j'y étais, je vous dis que non. Tout ça s'est fait à la hussarde. Première version, deuxième version. Première version, deuxième version. El Khomri ou gouvernement Philippe? Moi, j'aurais préféré que l'on ait un vrai débat sur la loi travail, avec notamment des amendements qui prennent en compte, comme ceux que j'avais déposés au Sénat dans le précédent quinquennat, le renforcement du poids des syndicats, etc., etc. Mais revenons... Alors, ordonnance, donc concernant la SNCF, il y a d'ailleurs une personnalité politique de premier plan qui s'insurge contre cette éventualité, c'est Gérard Larcher.
Écoutez, moi, ce que je suis en train de voir, c'est que aujourd'hui, la SNCF, qui a un statut d'établissement public industriel commercial, qui ne peut pas en fait faire faillite, a 50 milliards de dettes aujourd'hui, et qui va, sous 2 ans, entrer dans la compétitivité et la concurrence. Et aujourd'hui, on est en train de nous expliquer, Monsieur Spinetta, qui est coutumier du fait, puisque c'est lui qui a privatisé Air France, non, veut privatiser la SNCF. En fait, ce que l'on veut, c'est que ce gouvernement va finalement nationaliser la dette, les 50 milliards, sur le dos des usagers, et compenser le remboursement de la dette par la fermeture du réseau secondaire ferroviaire. De certaines lignes qui sont annoncées, on ne sait pas. Oui, justement, c'est ce qui m'inquiète. C'est à peu près 1,2 milliard, je crois, par an d'annoncés, dont 500 millions pour l'investissement sur le réseau qui ne se fera plus. Mais cela va se faire sur le dos des usagers, de tous les Français. La contrepartie, c'est que les actionnaires privés, eux, vont jouir des dividendes d'une société privée. Donc il y a encore quelque chose qui fonctionne pas. Et je vais vous dire, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais attendez, du coup, est-ce que vous soutenez l'appel à la grève du 22 mars qui est lancé par la CGT contre cette réforme? Bien sûr que je soutiens l'appel à la grève. Vous irez manifester avec eux? Écoutez, jusqu'à présent, moi j'ai toujours répondu sur des manifestations que le rôle d'un parlementaire était dans l'hémicycle pour porter le débat et porter le fer, mais j'en ai tellement marre en fait de ce qui est en train de se passer, notamment en ruralité. Vous voyez, on va supprimer le réseau ferroviaire, on va couper des lignes de transport. On est en train d'imposer 80 km/h sur les routes secondaires pour la voiture. On est en train de fermer les classes dans les écoles rurales. La désertification médicale, quand on pose une PPL, nous, le groupe Nouvelle Gauche, dans notre niche le 18 janvier dernier, blackboulé. Je crois que nos concitoyens commencent à en avoir un peu marre, et moi avec eux. Et moi j'appelle, puisque je suis candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, à ce que le Parti Socialiste se mobilise pour faire en sorte que la SNCF ne devienne pas une énième entreprise privée et que le statut des cheminots, dont il y a un délire sur le statut des cheminots, une légende urbaine, vous savez que leur salaire médian c'est 2400 € par mois en moyenne, et c'est la sécurité de ceux qu'on l'on transporte. Demain vous allez avoir des conducteurs de train dans des boîtes privées qui seront pressurisés comme ça se passe dans l'aérien avec des EasyJet et autres, et on va mettre tout le monde en danger, et on aura plusieurs brétigniers. Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que le Parti Socialiste, vous appelez le Parti Socialiste a appelé à manifester avec la CGT le 22 mars, est-ce que vous y serez? Moi, j'appelle le Parti Socialiste, oui, à manifester avec toutes celles et tous ceux, toutes les organisations syndicales qui souhaitent protéger le statut de la SNCF. Au moment de la loi El Khomri, je crois que vous avez déclaré que la CGT était une caste gauchisée des privilégiés. Donc la CGT a évolué? Oui, d'ailleurs, je m'en suis expliqué sur une chaîne concurrente, désolé, où en fin d'année dernière, je m'étais excusé sur mes propos que je n'aurais pas dû tenir, mais nous étions dans une période tellement particulière. Il y avait la loi El Khomri, il y avait, souvenez-vous, la CGT qui avait fait ses affiches très outrancières sur la police nationale. Chacun a eu des propos un peu durs, soit du côté de la CGT ou de mon côté. Moi, je m'en suis excusé. Et c'est aussi la fierté d'un responsable politique de reconnaître ses erreurs quand il et on avance, Fabien Ronald-Lévy. Voilà, est-ce que les ferments sont présents d'un mouvement du type 1995 où la France était quasi bloquée? Et est-ce que vous le souhaitez d'ailleurs, hein? Moi, j'ai lu de manière, alors pour le coup, très péremptoire de la part de certains membres du gouvernement ou de leurs entourages que justement ce qui se passe là n'est pas 95. Moi, je crois que au contraire, j'ai été maire d'Alfortville, je vous le disais, je sens auprès de nos administrés un ras-le-bol. Vous savez, on nous parlait du ras-le-bol fiscal dans le dernier quinquennat. Moi, je sens un ras-le-bol tout court de nos populations qui sont pas écoutées et qui se rendent bien compte qu'en fait, tout ce qui est mis en œuvre, parce que la France va mieux, mais ce mieux n'est pas partagé pour tout le monde. Dossier de la ce mieux, pardon de vous le redire, Emmanuel Macron est vraiment le président des riches, je vous le disais tout à l'heure, va vers les plus favorisés de ce pays. Ce dossier de la SNCF, selon vous, peut être la goutte d'eau? Ce dossier de la SNCF doit surtout être entendu et ne pas procéder par ordonnance pour justement éviter qu'il y ait un ras-le-bol social dans ce pays. Je demande à ce gouvernement, je demande à ce président de se rappeler pourquoi il a été élu, pourquoi il a fait ce score de 66% contre l'extrême droite, qu'on ne lui a pas donné un chèque en blanc pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui de notre pays. Vous n'avez pas répondu précisément à la question. Est-ce qu'on a les ferments présents aujourd'hui pour avoir un mouvement de type 1995? Moi, je n'ai pas une boule de cristal, je peux pas vous dire oui, je peux vous dire non. Je vous dis aujourd'hui mais je suis un responsable politique, je suis pas là pour vous dire que j'ai envie. Voilà, c'est pas mon sujet. Je suis en train de vous dire que, comme député, je veux que l'on ait un débat et que l'on soit pour une fois entendu.
Alors, puisque vous nous avez annoncé tout à l'heure, vous avez affirmé tout à l'heure que vous étiez pour l'état de droit, une question liée à l'état de droit, une question d'actualité. Oui, le tribunal administratif a annulé hier l'arrêt de piétonisation des voies sur berge rive droite, mis en place par la maire socialiste de Paris. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison de faire appel et de prendre sans attendre un nouvel arrêté? Alors que la préfecture de police prévient que l'aménagement des voies sur berge ne peut se poursuivre. J'ai entendu. D'où le lien avec l'état de droit. En l'état, le dossier est bloqué, en tout cas. En l'état, le dossier est bloqué puisqu'il y a eu un avis, mais je vois aussi que la maire de Paris fait appel, prend un nouvel arrêté. C'est un coup dur pour elle, quand même. Moi, je soutiens totalement cette action de piétonisation des voies sur berge, et je vous dis que Anne Hidalgo, elle est dans ce que nos administrés attendent de nous, les maires, en termes de qualité de vie, de lutte contre la pollution. Ma ville, Alfortville, est à la confluence de la Seine et de la Marne. Moi aussi, j'ai mis en place une politique de réappropriation des berges. Toutes les villes de France, regardez Nantes, regardez Bordeaux, l'ont fait. Donc, elle va dans le sens de l'histoire, Madame Hidalgo. Anne Hidalgo est dans le sens de l'histoire. Et je suis persuadé, et j'ai vu, et je m'en félicite, que Nicolas Hulot dit la même chose que moi ce matin. Nous devons, nous tous, quand on on parle d'écologie et d'environnement, être aux côtés de Madame Anne Hidalgo. On va pas. En dépit de ce que dit le tribunal administratif, qui critique, qui dénonce ce projet, aussi bien pour des raisons de fond que pour des raisons. Je crois que le tribunal a surtout beaucoup critiqué le rapport qui a abouti à ces décisions. Mais je sais que parce qu'elle est dans le sens de l'histoire, ce qu'elle met en œuvre aujourd'hui avec sa majorité municipale va être justement être entendu par l'État de droit, et que nous allons pouvoir jouir des berges parisiennes comme hier. Alors, elle est dans le sens de l'histoire. Autre dossier d'actualité, Monsieur Carvounas, le dossier de l'islam, puisque Emmanuel Macron veut faire avancer celui de l'islam de France. Fabien Roland-Lévy du Point. Alors, au centre de la réflexion du président, il y a la question de la restructuration de l'islam de France et ses liens avec la République. Donc, si on veut restructurer l'islam, est-ce que c'est parce que l'islam pose un problème en France? Est-ce que l'islam est un problème? Non, je ne dirais pas ça. Pourquoi l'islam serait un problème? L'islam de France, c'est la deuxième religion de France. Moi, je vous le dis, je suis comme tout républicain pour l'application stricte de la loi de 1905 et de la séparation des religions et de l'État. Pour autant, chacun sait qu'en 1905, quand la loi a eu ses grands débats à l'Assemblée nationale, l'islam de France n'avait pas cette place-là aujourd'hui. Et nous devons, et pour le coup, je trouve que la méthode employée par le président de la République est la bonne, puisque moi-même, dans mon texte d'orientation, je parle d'une conférence du consensus sur les questions de laïcité pour voir la place justement des religions dans l'espace public et le rôle que pourrait avoir l'État aux côtés des maires dans les territoires pour traiter ces questions-là. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps, mais aussi avec honnêteté. Je vais vous dire une chose très simple, un exemple pour que ceux qui nous regardent comprennent. Le maire que j'ai été a vu sa ville augmenter de plus de 10 000 habitants en 15 ans. Et donc, la salle de prière, la mosquée d'Alfortville, est aujourd'hui trop exiguë et n'arrive pas à contenir l'ensemble des fidèles. Mais l'État ne me donne pas à moi les moyens, maire d'Alfortville, d'agrandir, de financer cette mosquée. Et du coup, tous les vendredis, dans la rue, les fidèles prient. Et moi, je dis simplement, évidemment, la loi de 1905, mais si on veut avancer demain et pour l'avenir, il faut que l'État donne aussi les moyens aux maires de pouvoir répondre. Un nouveau concordat, ça passerait par un nouveau concordat? Je ne sais pas si c'est un nouveau concordat, mais il y a un vrai sujet quand même. Et dès qu'on pose les choses, certains nous disent « Ah non, Haro, loi de 1905 », c'est pas le sujet. Évidemment, loi de 1905. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on nous aide à traiter cette question-là. Et surtout, empêcher des maires, par exemple d'extrême droite, comme on l'a vu dans le sud de la France, qui ne veulent pas délivrer de permis de construire pour des mosquées. Vous voyez, d'un côté, vous avez des maires durs, de l'autre côté, vous avez des maires qui voudraient faire, mais en fait, personne ne peut rien faire. Donc il va bien falloir, si on veut aussi lutter contre les prêcheurs de rue qui viennent voir ces fidèles à un moment donné et les encaper avec eux, il faut qu'on pose tous les problèmes dans ce pays. Alors on en vient, Luc Carvounas, à votre activité, c'est-à-dire celle du PS, Frédéric Dumoulin de Oui, l'AFP. alors vous aspirez à diriger le PS, vous êtes 4 à le faire, mais vous avez dit tout à l'heure, oui, on n'arrête pas de me renvoyer à Manuel Valls, bon, on va quand même le faire encore une fois. On a un peu du mal à... Ça, c'est pour me faire plaisir.
Non, mais vous avez été longtemps, il faut le dire, le porte-flingue de Manuel Valls. Vous avez été donc classé plutôt à l'aile droite du PS. Le vilain mot. Et depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, vous semblez avoir effectué une conversion pour, peut-être pas vers la gauche, programme commun des années 70, mais enfin en gros la gauche plurielle. Alors, une petite question. Quel est le vrai Luc Carbonnas? Vous voyez, je suis désolé, ça va tomber sur vous parce qu'on se connaît pas, on s'est rencontrés aujourd'hui. J'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre de cette question, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on reproche quoi aux responsables politiques que je suis? D'avoir été fidèle au président Hollande et à ses gouvernements successifs les 5 dernières années? On me reproche d'avoir été... Non, mais on me reproche d'avoir été fidèle au candidat du Parti Socialiste, et de cela, on me dit, où est votre cohérence, Luc Carbonnas? Ma cohérence, c'est celle d'un militant depuis 25 ans, socialiste, qui sait où est sa maison, pourquoi il combat, pour quelle politique publique il a mis en œuvre au quotidien dans la ville où il est né. Et aujourd'hui, on me fait un procès. Moi, j'en ai marre de ça. Oui, mais le discours n'est pas le même, monsieur Carbonnas. Mais le discours n'est pas le même. Par rapport à il y a un an, votre discours n'est pas le même. Mais parce que, non, vous ne vous êtes pas intéressé à moi, je suis désolé. Nos divergences, notamment sur les gauches irréconciliables, étaient profondes. La preuve que les gauches sont irréconciliables, c'est qu'une grande partie du PS est partie chez La République En Marche. Et vous ne considérez pas Benoît Hamon a quitté le PS. La République En Marche comme la gauche. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un problème structurel de tous ceux qui se disaient sociaux-démocrates réformistes, je suis d'accord avec vous, sont partis à La République En Marche et aujourd'hui gouvernent avec la droite libérale. Et l'autre parti est réconciliable avec une partie d'entre eux. Éventuellement. Mais moi, je ne cherche pas à me réconcilier avec ceux qui aujourd'hui sont de droite. Moi, je ne cherche pas à me réconcilier avec Olivier Dussopt, qui siégeait à mes côtés et qui a voté avec moi contre le projet de loi de finances, mais 5 jours après, va le défendre au Sénat pour le gouvernement. Moi, je cherche à me réconcilier avec les militants et les militantes qui ne croient plus en nous, qui ne viennent plus voter pour nous, qui pensent que l'histoire du socialisme français, le livre s'est fermé. Eh bien, ce n'est pas ce que je vois dans mon Tour de France. C'est-à-dire que vous préférez vous réconcilier avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'avec... Mais je le dis, c'est une différence profonde entre les 4 candidats que nous sommes. Je suis le seul à prôner la gauche arc-en-ciel. Cette gauche qui s'appuie sur le fameux rose, rouge, vert, mais aussi la société civile, les syndicats, les associations citoyennes, pour faire en sorte que nous puissions nous élargir. Et oui, demain, si je suis premier secrétaire du Parti Socialiste, très vite, j'irai renouer le dialogue qui existe déjà de manière bilatérale et personnelle entre moi et les écologistes, entre moi et les communistes, entre moi et Génération, et y compris avec la France insoumise. C'est nouveau, parce que dans vos déclarations que j'ai consultées, il n'était pas question d'aller jusqu'aux mélenchonistes. Mais moi, je vais... Vous avez évolué, là. Non, je ne vais pas fermer... Non, je répondais... On peut isoler des réponses. Ça, c'est facile à faire. J'isole pas les réponses. Oui, moi, je vous le dis que vous êtes en train d'isoler des réponses. Ma réponse à ce moment-là était de dire que je veux parler avec tout le monde, sauf que Jean-Luc Mélenchon nous démontre, et encore à la partielle de Val d'Oise, qu'il n'a pas envie de parler avec nous. Mais moi, j'ai envie de parler aux électeurs socialistes qui m'ont quitté et qui sont allés à la France insoumise. Je fermerai la porte à personne. Quand vous dites que les deux autres candidats, Stéphane Le Foll et Olivier Faure, sont les frères jumeaux du hollandisme. Donc ça veut dire que le hollandisme, c'est un gros mot? Non, mais c'est la réalité, puisque vous aviez lu comme moi que l'un et l'autre se sont parlé longtemps pour savoir qui de l'un ou de l'autre allait être candidat. Donc c'est pas moi qui le dis, les frères jumeaux, c'est eux-mêmes, puisqu'ils ont cherché à avoir une synthèse entre si deux. Jamais les frères jumeaux se retrouvaient en finale. Donc c'était vous choisissez. Mais moi je mais c'est bonnet blanc, blanc bonnet pour vous? D'abord, je répondrai pas à cette question parce que moi, je suis un compétiteur pour gagner. Et donc, je vais pas me projeter dans une défaite alors que cela fait des mois que je sillonne la France. J'ai des propositions qui sont concrètes. Je suis sur le rassemblement des socialistes, mais pas que, parce que quand j'écoute les uns et les autres, notamment Olivier Faure et Stéphane Le Foll, nous dire on parle pas des alliances, on parle d'abord de l'identité socialiste. Excusez-moi, il y a autant d'identités que de socialistes. Moi, pour vous expliquer, je vais pas refuser à Jean-Yves Le Drian son statut de dire je suis socialiste. Par contre, comme responsable du Parti Socialiste, je le refuse le droit de dire qu'il est adhérent du Parti Socialiste. Oui. Parce que Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui, c'est un social-démocrate réformiste qui travaille avec la droite libérale. Donc, si on ne parle pas des alliances, alors on parle de quoi? Les alliances sont consubstantielles de notre identité. Et c'est là que je marque une différence profonde dans le cadre de ce congrès. Vous avez reproché à vos concurrents, Stéphane Le Foll et Olivier Faure, d'avoir souhaité la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça signifie que vous souhaitez l'échec du quinquennat
d'Emmanuel Macron. Mais moi, je suis dans l'opposition, cher monsieur. Est-ce qu'on peut quand Je même suis dans souhaiter l'opposition et dans ma profession de foi, je ne me mets pas en situation avec Emmanuel Macron. Je ne dis pas que je veux être utile au président Macron parce que j'étais au mois de juin dernier en campagne pour être un député d'opposition sans aller chercher de manière honteuse de quelle opposition je me qualifie être. Donc je suis clair. Et si on n'a pas de clarté, alors on va monter dans un bus avec un chauffeur sans savoir où on va aller. Et moi, je sais où je vais aller. Je vais aller dans ma gauche arc-en-ciel. Et si le chauffeur du Parti socialiste, c'est Olivier Faure, ça sera un drame pour vous ou pas? Puisqu'il est annoncé, il est désigné comme le favori de votre élection. Oui, bah vous savez, les favoris, je me souviens de Juppé, je me souviens de Valls, on a vu comment ça a terminé. Hein. Laissez les militants trancher, plutôt de nous laisser impressionner par quelques tweets de ralliement ici ou là. Tout cela ne fait pas campagne et n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, qui vous soutient parmi les hautes personnalités du Parti socialiste? Moi, j'ai des députés comme Alain David, d'ailleurs, député de Gironde, que je rejoins ce soir, chez lui, à Senon, dans le cadre de mon Tour de France. J'ai des personnalités comme François Pupponi, Sandrine Mastier, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, Marie-Pierre de la Gontrie. Vous voulez que je vous fasse quoi, Patrick Menucci, que je vous fasse une liste à l'après-vert? Parce qu'on me dit aussi que vous misez beaucoup sur les militants, vos camarades du MJS, c'est vrai ou pas? Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je discute avec tout le monde. Je fais une campagne pour rassembler le plus grand nombre. Moi, je fais pas. Écoutez, moi, je n'ai pas démarré ma campagne en expliquant à tout le monde que j'étais candidat parce que Najat Vallaud-Belkacem ne l'était pas. Moi, j'ai commencé ma campagne parce que j'ai un projet pour mon parti. Et moi, j'ai pas été désigné candidat par ceux que l'on appelle le cercle des quadras, donc des individualités qui se sont autoproclamées les seules à même de pouvoir choisir le destin de ce parti. Vous parlez de Najat Vallaud-Belkacem. Le militantisme des salons parisiens, je le laisse à ceux qui ont fait toute leur carrière dans les couloirs de Solferino. Moi, je suis un militant de base, on m'a rien donné, j'ai tout conquéri avec les dents, et ce que le parti m'a donné, eh ben, je veux le lui rendre aujourd'hui. Puisque vous parlez de Najat Vallaud-Belkacem, on apprend qu'elle va rejoindre l'entreprise Ipsos. Ça va être une perte pour le PS? Najat Vallaud-Belkacem va rejoindre Ipsos. Bah, vous me l'apprenez. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La féliciter. Non, mais vous me demandez de commenter le parcours professionnel. Ça veut dire qu'elle est plus en politique, quoi. Voilà. Vous venez d'en parler. Vous l'avez cité. Je viens de vous la citer pour d'autres raisons, mais là, vous me demandez de commenter. Non, mais ça signifie qu'elle arrête la politique. Écoutez, d'abord, je ne sais pas si on l'a perdu. En tous les cas, moi, ce que je vous dis, c'est que le jour où Najat Vallaud-Belkacem voudra reprendre langue avec la vie politique française, elle aura évidemment toute sa place, parce qu'on a bien compris que c'est une valeur forte, et d'ailleurs je regrette qu'elle n'ait pas candidaté, ce qui leur aurait apporté, dans le cadre de ce congrès, un beau débat entre nous. Elle est une personnalité politique de gauche importante. Aujourd'hui, elle fait pas ce choix-là. Voilà. Mais en tous les cas, je suis pas persuadé que tout ça est définitif. Si vous deviez échouer à cette élection, est-ce que vous seriez candidat vous voulez vraiment, hein. Non, est-ce que vous seriez candidat, attendez, à la présidence du groupe socialiste au cas où Olivier Faure devenait premier secrétaire? Mais moi, je veux pas être candidat à tout. Oui. Voilà, moi j'avais soutenu d'ailleurs Olivier il y a 9 mois pour sa présidence de groupe. Je pensais qu'il était un bon chef d'orchestre. Voilà, aujourd'hui il veut passer à autre chose. C'est lui-même qui nous disait qu'on pouvait pas être candidat à tout. Il a changé d'avis lui aussi. Mais moi c'est pas mon état d'esprit. Alors il y en a qui parlent beaucoup, puisque vous parlez de prendre langue, c'est Laurent Wauquiez, le patron des Républicains. Fabien Roland-Lévy. Après le scandale provoqué par les propos qu'il a tenus devant une école de commerce à Lyon, je voudrais savoir comment vous pouvez définir, qualifier ce responsable de l'opposition. D'abord, moi je pense aux étudiants de l'école de commerce de Lyon qui se sont d'ailleurs exprimés sur l'image de leur établissement. C'est pas super chouette. Ensuite, Laurent Wauquiez, moi je vais pas être un commentateur de ses propos. J'ai juste envie de vous dire que ce que je ressens, c'est que les choses, pour moi, ont peut-être été faites aussi à dessein ou de manière spontanée si c'était pas à dessein, parce que Laurent Wauquiez est en train de transformer le parti dont il est aujourd'hui le président en cette droite populiste qui est en train de s'installer partout en Europe, qui s'allie à l'extrême droite. Je pense notamment à l'Autriche, l'Hongrie, la Pologne. On voit ce qui se passe même aujourd'hui en Allemagne. L'extrême droite est le deuxième parti. Je suis extrêmement au même plan que Berlusconi et Orban. Oui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que et c'est pour ça que je me bats pour remettre sur pied la gauche française, et le Parti socialiste doit y trouver toute sa place, parce que face à ce qui est en train de se passer avec la politique d'Emmanuel Macron, derrière c'est les populistes. Derrière, c'est un Laurent Wauquiez et une Marion Maréchal Le Pen. Vous souhaitez la ficelle est grosse, et donc il faut se battre contre tout cela. Et pour avoir une opposition républicaine classique, convenable, c'est ça?
vous souhaitez un dispositif comme celui-là, avec une opposition de droite Moi, je souhaite soit pas que, populiste. ce que je constate, c'est que la droite républicaine aujourd'hui, tout ce qui était proche de Alain Juppé et d'autres se trouve bien à la maison macroniste. Donc, on voit bien aujourd'hui la recomposition. Il y a encore Valérie Pécresse qui est au sein de LR. Oui, qui essaie de jouer sa partie. Mais moi, je suis pas là pour commenter la droite. Non. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, le patron de LR est en train d'emmener la droite républicaine sur le même tempo de ce qu'est la droite populiste en Europe. Et alors, de cela, il faut on le va- dire, et il faut se battre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une gauche forte en France. L'Europe, on va justement en parler puisque le prochain grand test électoral, ce sont les élections européennes de 2019. Frédéric Dumoulin. Si vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste, l'un de vos premiers dossiers, ce sera justement de commencer à réfléchir à cette élection européenne. Est-ce que vous voulez une liste de rassemblement ou une liste socialiste pur jus? Moi, je ne suis pas sur la position d'une liste socialiste pur jus. D'abord parce que quand on est seul, on perd. Ça, c'est une règle, notamment à gauche, quand on est seul, on perd. Et donc, je souhaite là aussi construire une liste gauche arc-en-ciel. Je veux dire par là que ma tête de liste n'est pas forcément un politique. Ça peut être une personnalité de la société civile quand je parle de la gauche arc-en-ciel. Vous avez un nom en Pierre tête Moscovici, ça le tente un peu. Alors, il n'est pas de la société civile, mais Alors, une tête de liste qu'on j'ai cru comprendre que Pierre Moscovici était plus ou moins intéressé. Écoutez, moi, j'ai Et envie il soutient Olivier Faure, a priori. il soutient Olivier Faure, c'est son droit. Il est un peu trop libéral pour vous? D'abord, il n'est pas candidat. Et demain, lorsque je serai élu, je le souhaite, premier secrétaire du Parti socialiste, nous verrons d'abord la stratégie globale. Je vous parle de la stratégie de liste, gauche arc-en-ciel. Nous verrons ensuite de quelle Europe on parle, une Europe politique et sociale, pas de l'Europe technocratique seulement de Bruxelles. Souvenez-vous de notre campagne de 99. D'ailleurs, c'était François Hollande qui était tête de liste. On avait su parler à nos compatriotes d'une Europe politique et sociale et on avait fait un joli score. Donc il faut revenir à de vraies questions, à plus de démocratie en Europe et plus de social. Quand je dis plus de social, c'est notamment se poser dans le cadre de cette campagne européenne la question des excédents commerciaux. Qu'est-ce qu'on en fait au bout d'un moment? Est-ce qu'on le remet dans le pot commun pour désendetter la dette de certains pays, etc. C'est ces questions-là, j'aimerais qu'on se pose dans le cadre de la campagne. On a des différences. Certains sont Macron-Béat sur la posture européenne du président de la République. Moi, je suis pas Macron-Béat. Quand face au Paradise Paper, rien n'a été fait pour l'harmonisation fiscale, alors que je demandais un grand sommet européen. Moi, je suis pas Macron-Béat, désolé. Alors, il y a des sur la Macron-Béat, circulaire des travailleurs détachés qui n'est qu'un coup de com'. Il y a des Macron-Béat et des Merkel-Béat. traversant Fabien la Lévy. frontière, Oui. en Allemagne, le sort de la chancelière Angela Merkel et sans doute plus largement le sort de l'Europe et donc de la France est lié au vote des 400 000 militants du SPD. Si vous étiez militant du SPD, est-ce que vous voteriez pour l'accord de la grande coalition ou contre? Contre. Ah, Je voterai contre parce que ce qui est en train de se passer avec le SPD et ce qu'a produit Martin Schulz à son corps défendant, mais c'est la réalité aujourd'hui historique, c'est la perte d'identité politique du SPD qui est en train de se dissoudre dans la grosse coalition. Ils ont fait leur plus mauvais score depuis 49. Vous Martin comprenez? Schulz, d'ailleurs, qui avait fait la dernière campagne européenne avec vous. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je ne veux pas demain. Je vous réponds aussi en parallèle de ce pourquoi je me bats aujourd'hui dans le PS et pour le poste de premier secrétaire. Il y a un risque en France, comme ce risque en Allemagne, d'une assimilation totale de ce que nous sommes demain dans la République en marche et le SPD dans la grosse coalition. Et les Allemands n'y voient plus clair. Et je pense qu'il aurait mieux valu avoir une position forte du SPD, ce qui était... Parce que tout ça, c'est la fin des gauches européennes pour vous? Ça, la fin des gauches européennes, c'est vite dit. En tous les cas, c'est pas un bon signal. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, nous qui sommes les socialistes internationalistes et membres du PSE, j'aimerais que le PSE, sur la scène européenne, le Parti socialiste européen, joue un rôle plus moteur. Regardez, est-ce qu'il a joué un rôle moteur dans le cadre du Brexit, laissant nos camarades travailler seuls face à cela? Alors, scène européenne et scène aussi internationale, on va parler de la Syrie. Oui. Fabien Roland-Lévy, la Syrie, le drame plus de 300 personnes en Syrie. ont été tués en 3 jours. Il y a une catastrophe, plus qu'une catastrophe humanitaire, une boucherie, Des massacres. une boucherie dans la plaine de la Ghouta.
Et donc, Jean-Yves Le Drian craint un cataclysme humanitaire et il dit aussi que tout immobilisme est coupable. Alors, est-ce que, oui, Emmanuel Macron réclame une trêve, etc. Est-ce que vous pensez que la diplomatie française est à la hauteur de la situation? Oui. Française et européenne aussi. La diplomatie française, là je vous le dis très clairement, est à la hauteur. Le président Macron a raison de demander un cessez-le-feu. Notre voix... Et la question c'était, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit de demander un cessez-le-feu? Est-ce qu'il ne faut pas intervenir plus fermement? En tous les cas, moi je regrette que sur cette question-là, déjà, nos alliés traditionnels américains soient largement désengagés. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui est en train de se passer entre depuis la volonté les pro-Assad, les Russes qui bombardent désormais cette enclave proche de Damas. C'est une catastrophe humanitaire. D'ailleurs, notre voix, l'ambassadeur de France à l'ONU, que dit-il? Il a raison, que ce siège... c'est un siège de cette enclave qui relève du Moyen-Âge. Il faut sur le plan international, il faut une action politique forte. Et je sais que pour le coup, Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron s'y attellent. Alors, on a oublié de vous poser une question tout à l'heure par rapport au métro Grand Paris, puisqu'il y a eu une décision, une annonce du Premier ministre aujourd'hui. Des retards, mais objectif global de 2030 maintenu. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous êtes un élu francilien? Je suis même intervenu il y a 15 jours aux questions d'actualité au gouvernement pour interpeller Madame Borne, qui en fait nous a... 2030. Oui, en fait, le Premier ministre ment. Le Premier ministre va appliquer le rapport de la Cour des comptes de décembre dernier qui disait noir sur blanc dans ses conclusions que la charge de dépenses pour l'État est trop importante et qu'il faut revoir le périmètre du Grand Paris Express. Donc on nous dit 2030, 2040, 2050, pourquoi pas au calendrier grec. Chacun a compris que... 2030 c'est les calendriers grecs ou pas? Oui, je pense, et c'est un binational français et grec qui vous le dit. Chacun a compris que lorsque le Premier ministre a retiré la candidature de la France pour l'exposition universelle 2025, sur laquelle je travaillais depuis 7 ans avec Jean-Christophe Fromentin, c'est tout simplement parce que le village global devait être sur le plateau de Saclay, et le plateau de Saclay, c'est la ligne 17 du Grand Paris Express, puisque les lignes vont de 15 à 18, et que le gouvernement, par ce retrait, alors que chacun sait que nous allions avoir, après le rugby, après les JO, aussi l'Expo, c'est la démonstration de la part du gouvernement qu'il n'y aura jamais de ligne 17. Et tous les élus de l'Essonne le savent. Merci en tout cas Jean-Luc Arounas, c'est la fin de Question d'Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.